Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est rendu hier samedi 19 juin 2021 à Accra, la capitale du Ghana. Il y était pour prendre part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, rencontre consacrée essentiellement à l'examen de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région. Depuis plusieurs jours, Abidjan et plusieurs villes du pays sont arrosées par de longues pluies. Nous sommes en saison pluvieuse et les risques d'inondation sont nombreux. Les prévisions météorologiques annoncent pour les prochains jours de très fortes pluies avec parfois des orages pouvant causer des inondations. Les populations invitées à éviter les zones à risque et à redoubler de vigilance. Aujourd'hui, 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. L'ONU interpelle quant à la situation préoccupante dans des pays comme l'Éthiopie, la Birmanie, la Syrie et encore plus la Palestine. Ici en Côte d'Ivoire, à la faveur de cette journée, la déclaration du gouvernement à suivre dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, les PME, les petites et moyennes entreprises, pèsent 80% des entreprises formelles recensées sur le territoire national. C'est ce que disent les statistiques de la Direction générale des impôts. Ces PME emploient 24% de la population active. PME ivoiriennes, les défis à relever, quelle contribution dans l'économie ivoirienne? Voici le sujet dont nous parlerons ce dimanche dans le cadre du Dimanche Magazine avec notre invité, M. Diomandé Moussa, président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises. Bonjour, M. Moussa Diomandé. Bonjour M. Guivet. Et merci d'être avec nous ce 13 h. Merci. Comme je le disais tantôt, nos échanges seront focus sur quelques points bien définis, à savoir la contribution des petites et moyennes entreprises dans l'économie ivoirienne, les actions du gouvernement engagées en votre faveur et pour l'émergence des petites et moyennes entreprises. Et pour finir, vos préoccupations, ou si vous préférez, vos attentes. On se retrouve dans une demi-heure pour en parler. Mais avant, l'agenda du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est rendu hier samedi 19 juin 2021 à Accra, la capitale du Ghana. Le chef de l'État y était pour prendre part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, rencontre consacrée essentiellement à l'examen de la situation politique, sécurité et économique dans la sous-région. Elle a été présidée par Nana Akufo-Addo, président en exercice de la conférence. Jérôme Kofi Aboula. La CEDEAO a son 59e sommet ordinaire. Rencontre sous la présidence du chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y a pris part. Le chef de l'État ivoirien et ses pairs se sont donc retrouvés ce samedi à Accra, la capitale ghanéenne, dans le but de plancher sur la situation politique, économique et sécuritaire dans la sous-région et prendre des mesures adéquates. Il s'agissait aussi pour eux d'analyser les rapports sur la situation sociopolitique au Mali, l'état de la communauté sous-régionale ainsi que la réforme institutionnelle et le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Un sommet en une journée, mais c'est largement suffisant pour permettre aux dirigeants des pays de la CEDEAO présents à Accra d'aborder tous les sujets à l'ordre du jour, notamment ceux portant sur la question sécuritaire et sur la crise sociopolitique au Mali. À l'instar du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, a saisi l'occasion de cette rencontre pour en appeler à la solidarité et à la détermination de tous face aux différents défis. En marge du sommet, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a échangé avec des illustres personnalités, notamment certains de ses homologues, à savoir les présidents togolais et béninois, pour évoquer des sujets d'intérêt commun. Voilà, et puis depuis plusieurs jours, Abidjan et plusieurs villes du pays, nous le disions dans les titres, sont arrosées par de fortes pluies, de longues pluies. Nous sommes en saison pluvieuse et les risques d'inondation sont nombreux. D'où ce communiqué qui émane du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les prévisions météorologiques annoncent pour les prochains jours de très fortes pluies avec parfois des orages pouvant causer des inondations. À cet effet, M. Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, invite les populations à éviter les zones à risque et à redoubler de vigilance. Ensemble, luttons contre les inondations. Un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24 au numéro suivant, plus 225 27 22 50 80 50.
Et justement, en rapport avec cette actualité, une alerte avait été donnée annonçant une inondation à Angré et à Château. Une de nos équipes de reportage a été déployée sur le terrain. Son constat, aucune inondation. Les riverains témoignent que les travaux en cours de réalisation ont fortement contribué à la situation. Cependant, quelques activités économiques et sociales sont perturbées. Je vous invite à suivre cette intervention de Fofana Boaké, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, qui invite les populations donc à éviter les zones à risque et à redoubler de vigilance. Hier, c'était la première très grande pluie. Nous avons donc commencé hier soir jusqu'à 2 h du matin. On a visité tous les sites critiques. Savoir comment nos retenues d'eau ont fonctionné. Là où il y avait des problèmes de débordement, on les a constatés hier jusqu'à pratiquement 2 h du matin à la fin des pluies. Alors, les constats, ils sont connus. On a des zones, comme on dit, critiques, des zones inondables et qui ont été inondées. Et la raison, c'est il y a des retenues à faire en amont de ces zones-là qui ne sont pas encore faites. Et tant qu'on n'aura pas construit ces retenues, on a ces risques d'inondation. Ce qu'on a vu du côté de la Palmeraie, zone de la rue Ministre, par exemple, nous avons dédoublé les canalisations d'un côté, ce qui fait qu'il y a une zone où le problème est réglé. Par contre, on doit reprendre des eaux sur Mitterrand. On est en train de faire des travaux également tout le long de Mitterrand, quand vous allez sur la route de Benjerville. Tant que ces travaux ne sont pas terminés, les eaux vont toujours venir sur leur chemin naturel. Notre objectif cette année, c'est 0 mort lié aux inondations. Pour l'instant, je peux dire, Dieu merci, on garde les doigts croisés. On ne déplore pas encore de pertes en vie humaine. Il faut donc redoubler de vigilance en cette saison pluvieuse. À suivre à présent le constat de notre équipe de reportage qui était donc à Angré-Château où des rumeurs d'inondation ont été donc avancées. D'hier à aujourd'hui, la ville d'Abidjan connaît des pluies. Ses habitants de la commune de Cocody, quartier Angré, laissent entrevoir qu'ils ne s'attendaient plus ou moins pas à cette fréquence de pluie. Pourtant, la Sodexam avait annoncé des intempéries. 6h30, au moment de me lever pour la messe, que j'ai vu qu'il pleuvait. À cette pluie aujourd'hui, je ne m'attendais même pas à cela. L'an passé, il y avait des messages. Cette année, je n'ai pas encore reçu de message par rapport à la météo. Voilà. Si on ne constate pas de dégâts dus à l'eau de ruissellement, malgré l'intensité de la pluie qui est tombée, cependant, ce chauffeur de taxi affirme une perturbation au niveau de son activité. On a commencé même à 10 h à travailler. À cause de la pluie là, bon, ça n'a rien fait comme dégâts. Je suis allé à Marcory, Yopougon, à Bobo. De matin jusqu'à 10 h, bon, on peut faire au moins la moitié des recettes. Mais à cause de la pluie là, on est sorti à 10 h. Donc bon, en tout cas, ça agit sur nos recettes. Il est presque 11 h, il tombe encore de fines gouttes. Cette fidèle chrétienne décide de sortir de chez elle maintenant. Ça a bouleversé mon programme. Vu qu'aujourd'hui était dimanche, je n'ai pas pu aller à l'église. Je suis restée pour éviter certains désagréments. J'ai eu très peur parce que la pluie ne cessait pas. Ça venait intensement. Au moment où nous terminons ce premier constat, il pleuvait toujours à Abidjan. Voilà, reportage de Walter Amadou Ouattara. Occasion pour nous donc d'insister à la vigilance en cette saison pluvieuse, d'où ce communiqué qui émane du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les prévisions météorologiques annoncent pour les prochains jours de très fortes pluies, avec parfois des orages pouvant causer des inondations. À cet effet, M. Boaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité urbaine, invite les populations à éviter les zones à risque et à redoubler de vigilance. Un centre d'appel est ouvert 24 heures sur 24 à ce numéro, plus 225 27 22 50 80 50. Toute autre chose à présent, le ministre de l'Économie et des Finances et la directrice des opérations de financement de la Banque mondiale ont procédé le vendredi dernier à la signature d'un accord de financement d'une valeur de plus de 135 milliards de francs CFA pour la valorisation des chaînes de valeur agricoles en Côte d'Ivoire à travers le projet dénommé AgriFood. Cheikh Kodé. Par ces deux signatures, la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire viennent ainsi de conclure cet accord de financement à hauteur de 135 milliards de francs CFA pour le développement de 3 chaînes de valeur agricoles.
Le manioc, le maraîcher et l'aquaculture entendaient la production de poissons et de crustacés. Cet accord s'inscrit dans le cadre du projet de développement du secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire dénommé AgriFood. Le projet de développement des chaînes de valeur vivrière va offrir de réelles opportunités de partenariat privé entre les acteurs des chaînes de valeur ciblées et renforcera ainsi les investissements pour améliorer et moderniser les segments les plus faibles du secteur. Il devrait contribuer à améliorer l'environnement des affaires, du secteur agroalimentaire et la meilleure coordination des chaînes de valeur vivrière. Ce projet va s'exécuter sur 72 mois et prévoit soutenir environ 600 000 petits exploitants agricoles, parmi lesquels 300 000 femmes, 150 PME et 400 micro-entreprises. Une réelle solution face à la problématique des chaînes de valeur agricole. C'est pourquoi le gouvernement engagé dans ce projet y apporte une contrepartie estimée à 7,6 milliards de francs CFA. Ces investissements permettront de relever les défis dans tous les segments des chaînes de valeur ciblées. Enfin, le projet va promouvoir et soutenir l'émergence et le développement d'entreprises modernes, y compris les petites et moyennes entreprises agricoles dans le sud de notre pays et dans certaines grandes villes secondaires du pays, à savoir Mans, Daloa, Gagnoa, Abengouro et Abosso. Les filières agricoles en Côte d'Ivoire font face à d'énormes défis, dont l'augmentation des investissements, la recherche agricole et la transformation agro-industrielle. Dans le cadre du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Djoumani, a procédé à Raviard, dans le département de Didévi, au lancement des travaux d'un barrage hydro-agricole d'un coût d'environ 2 milliards de francs CFA. Une école agro-pastorale a été également inaugurée. C'était en présence du président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, et plusieurs membres du gouvernement. Kader Sogodoko. Raviard. La localité est dans le département de Didévi et a certainement trouvé son chemin pour son développement économique. La construction d'un barrage et l'aménagement d'un périmètre agricole de 125 hectares pour garantir une production de paddy de 3000 tonnes l'an. Montant total du budget, environ 2 milliards de francs CFA. C'est en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et de plusieurs membres du gouvernement, sans oublier le président du Sénat, Jeannot Aoussou Kouadio, que le projet a été lancé. Il est inscrit dans le cadre du projet agro-industriel dans la région du Bélier. Ce n'est pas tout. Raviard bénéficie en supplément d'une école agro-pastorale réalisée par le conseil régional. Ce barrage est constitué d'une digue d'une longueur d'1,5 km. La retenue d'eau s'étendra sur une surface de 262 hectares pour un volume de 8 millions de mètres cubes. Les travaux ont permis, premièrement, de construire 4 salles de classe plus bureaux, un bloc administratif, la loge du gardien, la cantine, 2 blocs dortoirs avec toilettes, 2 logements pour encadreurs et l'infirmerie. Le coût de l'investissement régional a été de l'ordre de 264 millions. La création de richesses au bénéfice des populations reste un engagement du président de la République, Alassane Ouattara. La transformation structurelle de l'économie agricole constitue l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique prônée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et c'est sur cette vision que repose le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, dont la mise en œuvre se fait à travers 9 agropoles. Le président du Sénat, fils de Raviard, a tenu à rappeler à tous le sens de son combat. Merci, Monsieur le Président. Continuez à travailler pour vos parents. Parce qu'un vrai président de la République contribue à forger positivement l'opinion de ses citoyens vers des valeurs qui rassemblent, vers des valeurs qui fédèrent. C'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny a fait. Et le président Alassane Ouattara est sur ce chemin lumineux tracé par le président Félix Houphouët-Boigny. Chers parents, je voulais m'adresser à vous. Je suis allé à la pêche, dans les eaux poissonneuses de l'oufoutisme, des eaux poissonneuses du RHDP. Et voilà ce que j'ai trouvé
Voilà ce que je vous amène aujourd'hui. J'ai pêché, j'ai trouvé le gros poisson, nous allons le partager. Car on ne partage pas la misère, on ne partage pas la faim, on partage le succès, on partage la richesse. L'école agro-pastorale, dont les apprenants sont déjà à la tâche, a bénéficié d'outils nécessaires pour son fonctionnement. Les hôtes du jour ont d'ailleurs procédé à la première récolte de tomates. Des tomates bio, il faut le signaler. Et puis on reste dans le centre de la Côte d'Ivoire avec cette question. À quand la fin des travaux de prolongement de l'autoroute du Nord de Yamoussoukro à Tiébissou, le délai contractuel ayant plusieurs fois été prolongé? Vendredi dernier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a mis un terme à cette interrogation en fixant à fin septembre 2021 la date de livraison de l'infrastructure. Amédée Kofi Kwaku était en visite sur le chantier pour apprécier l'état d'avancement des travaux, puis surtout pour opérer les derniers réglages avec les techniciens en vue de la tenue effective de ce délai. Léon Brou. Autoroute du Nord, tronçon Tiébissou-Boaké, 96 km de route, 2 ponts, 7 échangeurs, 7 passages supérieurs, 1 passage inférieur, 8 passages piétons et 84 dallos en construction pour 36 mois depuis avril 2019. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier satisfait de l'état global d'avancement des travaux, 46% au 18 juin 2021. Mais sur la qualité de ces travaux, Amédée Kouakou remarque des ratés susceptibles par endroit de favoriser des accidents de la circulation. Tant que toutes les exigences techniques qui sont dans les cahiers des charges ne sont pas respectées, nous n'allons pas réceptionner cette route parce que sur ce tronçon Tiébissou-Boaké, c'est environ 186 milliards. C'est un projet extrêmement important. Si l'État met autant d'argent, si le président de la République fait autant d'efforts, c'est pour que les Ivoiriens aient donc des routes de qualité irréprochable. Cette fermeté d'Amédée Kouakou, en raison du volume des investissements de l'État et de la Chine, au regard aussi de l'importance de l'autoroute dans les échanges entre la Côte d'Ivoire et ses voisins du Nord. Ainsi donc, la réhabilitation de la nationale A3 va se prolonger jusqu'aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso, annonce le ministre de l'Équipement. Le président vient de réhabiliter la route qui va de Boaké jusqu'à Ouangolo-Dougou. Nous avons donc un projet avec le port sec de Fekese-Dougou, donc de réhabiliter les 30 km qui vont vers le Burkina et les 100 km qui vont vers le Mali, de sorte que le port sec de Fekese-Dougou puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Avril 2022, délai de livraison de l'autoroute Tiébissou-Boaké. Le ministre de l'Équipement engage dans la vision du chef de l'État toutes les structures sous sa tutelle au suivi régulier des travaux, comme c'est le cas à cette visite de chantier. Voilà, l'actualité, c'est également l'inauguration de ces complexes à Hôtelier dans le district des Savanes, parrain de la 7e édition de la rentrée touristique de la direction régionale du tourisme et des loisirs de Korogo. Le ministre du tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, comme vous pouvez le voir sur ces images, a procédé à l'inauguration d'un complexe hôtelier 4 étoiles à Korogo et un autre de 3 étoiles à Couteau dans la Bagoué, un projet intégré d'hébergement, de divertissement et de loisirs dans le Nord. Il avait à ses côtés pour la circonstance le ministre de la Communication, des médias de la francophonie, porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly et le ministre Bruno Nabagné-Koli. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui, 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Une pensée particulière à l'endroit de ces millions de personnes contraintes à l'exil à travers le monde. L'ONU interpelle quant à la situation préoccupante dans des pays comme l'Éthiopie, la Birmanie, la Syrie et encore plus la Palestine. Ici en Côte d'Ivoire, à la faveur de cette journée, la déclaration du gouvernement a été recueillie par Michel Digré. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. À travers ce thème, le HCR invite à une synergie d'action face à la tragédie que vivent les réfugiés. Pour le gouvernement ivoirien, il s'agit d'accentuer ces initiatives à la facilitation de leur accès aux soins de santé, à l'éducation et à toutes les activités contribuant à leur épanouissement. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition d'hospitalité, accueille à ce jour 2121 réfugiés de 28 nationalités à qui elle accorde protection et assistance et qui, de ce fait, bénéficient de toutes les politiques sociales mises en place par le gouvernement. Dans le contexte de la pandémie à coronavirus, le gouvernement appelle à une prise en compte des réfugiés dans les politiques de vaccination,
contre la Covid-19. L'élaboration des premiers vaccins est porteuse d'espoir. Toutefois, le monde doit veiller à ce que l'Afrique, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, ne soit pas oubliée en raison des conséquences humanitaires, épidémiologiques et économiques de cette crise sanitaire sur le continent. Le gouvernement ivoirien, dans le but de réaffirmer sa volonté de tenir ses engagements internationaux d'assistance et de protection de cette catégorie de population, a mené une opération de sensibilisation afin d'inciter les réfugiés à se faire vacciner depuis l'ouverture de la campagne en mars 2021. Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 4 décembre 2000, cette journée mondiale du réfugié est l'occasion de sensibiliser l'opinion à la cause des réfugiés et de saluer le courage de ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants en quête d'asile à travers le monde. Reportage signé Michel Digré. Et puis aujourd'hui, 20 juin 2021, sans tambour et fanfare, eh bien, célébrer la fête des pères. Un clin d'œil à tous ces papas qui se sacrifient chaque jour pour le bonheur de leur famille. Bonne fête des pères à tous les papas du monde et à ceux de la Côte d'Ivoire. Et puisse Dieu vous continue de vous inspirer et vous donner les moyens eh bien, de satisfaire aux exigences de vos familles. On parle toujours d'éducation. Lancé en 2019, le projet d'éducation numérique est rentré dans sa phase active. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au sein du lycée classique de Cocody à la mise en œuvre de la phase 1 de ce projet d'enseignement à distance via le numérique qui concerne 64 établissements secondaires répartis sur 13 villes de Côte d'Ivoire. Le reportage de Serge Colléa. Par cet échange virtuel, Mariatou Koné procède au démarrage effectif de la phase pilote du projet Éducation numérique. Il est piloté par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, avec l'appui de Huawei Technologies. Le projet concerne 64 établissements secondaires répartis sur 13 villes. Le projet Éducation numérique est un projet qui consiste à mettre en place un système d'enseignement à distance dans le cadre de la lutte contre la Covid. Donc cet enseignement permettra aux élèves, à partir de salles aménagées dans les différents établissements, que les cours soient dispensés et être suivis dans d'autres localités. Système de l'enseignement interactif à distance, plateforme, e-learning, système de communication unifié. Ce sont autant d'éléments qui vont permettre de vulgariser l'usage du numérique à l'école et améliorer les performances du système éducatif. L'école ivoirienne doit se conformer aux normes internationales afin de se hisser au plus haut niveau. À travers le système de l'enseignement interactif à distance, la plateforme e-learning, le système de communication unifié et le système de vidéosurveillance, ce projet inscrit la Côte d'Ivoire au nombre des pays ayant une vision nouvelle de l'éducation et de la formation. Les leçons apprises et les bonnes pratiques seront des outils pour son extension à d'autres localités et établissements. Pour cette première phase du projet Éducation numérique, lancé en 2019, ce sont les villes d'Abidjan, de Grand-Bassam, de Bonois, de Dabou, de Yamoussoukro, de Boaké, de Daloa, de Korogo, de San Pedro, de Bundali, de Kolia et de Bon qui seront interconnectés. Pour redonner vie, redynamiser la formation technique et la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle d'Afotobro dans le département de Béoumi est équipé en matériel informatique et de kits de formation. Pour les apprenants, c'est un appui technique de la direction générale de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel. Le centre de formation professionnelle d'Afotobro forme en maçonnerie, menuiserie et construction métallique. Le reportage de Soro Corona. Du matériel informatique, des kits de construction métallique, de soudure et de menuiserie, dont la direction générale de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel au centre de formation professionnelle d'Afotobo, route de Béoumi. Un appui technique pour améliorer la qualité de la formation des apprenants. Le directeur du centre et les acteurs du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont traduit leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara.
Désormais, un ministère plein dédié à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a longtemps souffert de son association avec l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons un ministère autonome. Tout le monde a salué l'avènement pour que le ministre de l'enseignement technique puisse réussir sa mission pour le bonheur de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de remise des matériels à l'école est couplée à celle de la récompense des meilleurs élèves. L'enseignement technique et de la formation professionnelle nous permet d'être qualifiés sur le marché. Bon, ici, quand nous finissons la formation, nous pouvons travailler facilement. Le directeur du centre de formation professionnelle d'Afoutobo est honoré pour le travail abattu en vue de la renaissance et de la redynamisation de l'école. Comme toutes les structures de la formation professionnelle, il y a des difficultés. Les machines coûtent cher, donc nous en appelons à l'État, nous en appelons aussi à tous les opérateurs économiques qui souhaitent nous accompagner, qu'ils viennent, nous pourrons lier des partenariats. Le centre de formation professionnelle d'Afoutobo a ouvert ses portes en juillet 1999. Ce centre forme en maçonnerie, menuiserie et construction métallique. 46 apprenants ont été formés cette année scolaire. Il est le parrain de la 7e promotion de l'Université internationale de Grand Bassam. À ce titre, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire était aux côtés des nouveaux diplômés de l'UIGB. À l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme de bachelor, Richard Bell s'est félicité du partenariat entre les États-Unis et l'Université de Grand Bassam. Il a par ailleurs souhaité que les nouveaux diplômés soient de dignes représentants de l'UIGB dans la vie professionnelle. Le témoignage de Michel Digré. Après 3 ou 4 années d'études supérieures, c'est la joie pour ces 142 étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Un diplôme de bachelor en poche obtenu au prix de 1000 sacrifices tant pour les étudiants, les parents que pour le corps enseignant. Ça a été très difficile parce que ce n'est pas donné de faire des cours en anglais quand tu n'es pas natif anglais. Mais avec le courage et la grâce de Dieu, ça a été bien. Il était en classe de première. Nous venions, on était dans le véhicule et il a dit qu'il voulait faire la diplomatie. Dès qu'il a eu le bac, il dit qu'il va à l'UIGB. Les États-Unis ont beaucoup d'avancées dans tous les domaines, aussi bien sur le plan économique que sur le plan scientifique et technologique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé librement de nous engager dans le système de formation supérieure américaine. Pour l'ambassadeur des États-Unis, parrain de la cérémonie, ce diplôme marque la fin d'un cycle, mais surtout le début de la vie professionnelle. Parce que maintenant, avec l'éducation qu'ils ont obtenue, c'est la clé de la réussite de la vie adulte, pourvu qu'ils travaillent avec la même discipline, la même abnégation qu'ils ont montré jusque-là. Ces diplômés ont également la possibilité de continuer leurs études aux États-Unis pour d'autres formations, grâce au partenariat entre l'UIGB et l'ambassade américaine. Voilà, belle ambiance donc au cours de la remise de ces diplômes. Dans l'actualité également, la Covid-19 qui continue de sévir en Côte d'Ivoire, il faut continuer de faire attention. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 19 juin 2021 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2416 échantillons prélevés, soit 1% de cas positifs, 54 guéris et 0 décès. À la date donc du 19 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 48 031 cas confirmés, dont 47 420 personnes guéries, 307 décès et 304 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 687 004. Le 18 juillet, 2519 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 724 592 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Initiée par la fondation Kayadan, la 3e étape de la caravane de l'entrepreneur était jeudi dernier à Yamoussoukro à la rencontre des étudiants de l'ESKE, l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises, et des autres grandes écoles de l'INP-HB de Yamoussoukro. Objectif, susciter en eux l'esprit d'entrepreneuriat. Le reportage de Jean-Jacques Méala.
Pour la troisième étape de la caravane de l'entrepreneur, 4 panélistes ont été retenus par la Fondation Keïdan à l'étape de Yamoussoukro. Gilles Ataï s'est prononcé sur le rôle majeur de la bienveillance en entrepreneuriat. Didier Drogba, footballeur international, a parlé de la nécessité de savoir gérer son succès pour éviter de voir son ascension freinée. Gilles Alexandre Ndia a insisté pour sa part sur l'importance du choix du partenaire d'affaires. Ce choix est primordial pour le succès de l'entreprise en création. Ils ont déjà des amis qui sont sur le campus avec qui ils sont tous les jours. Pourquoi ne pas commencer maintenant ? Commencer à s'unir, commencer à former cette entreprise à partir de l'école. Et je pense que l'ESCA est une école d'élite et donc ils peuvent vraiment produire en fait des entreprises d'excellence à partir d'ici. Enfin, Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, a souligné que l'administration c'est bien, mais créer son entreprise, c'est encore mieux. Chaque année, c'est entre 200 et 300 000 personnes qui viennent sur le marché. Il est extrêmement difficile pour l'État seul de faire face. Donc nous encourageons nos jeunes à aller évidemment vers le secteur privé et surtout à aller vers l'entrepreneuriat parce que notre pays regorge d'opportunités dans tous les domaines. Et pour couronner les panélistes, Amadou Samankoua a présenté les différents secteurs d'activité où entreprendre aux étudiants. Les étudiants ont beaucoup appris de ces échanges. J'ai eu assez d'informations en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Je pense que par l'entrepreneuriat, nous pouvons travailler à nos propres comptes. Ça a été vraiment enrichissant pour moi en tant que personne parce que j'ai pu prendre des initiatives intérieurement, j'ai pu définir des priorités, des objectifs par rapport à ce que je me fixe comme objectif pour les années à venir. Initiée par la Fondation Keïdan, dirigée par Alain Kouadio, la caravane de l'entrepreneur a pour objectif d'inculquer la culture entrepreneuriale aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et on retrouve avec beaucoup de plaisir notre invité de ce dimanche magazine, M. Moussa Diomandé, président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. M. Moussa Diomandé, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors, comme nous le disions à l'entame de cette édition, nos échanges feront focus sur quelques points bien définis, à savoir la contribution des PME dans l'économie ivoirienne, vos préoccupations ainsi que les actions du gouvernement engagées en votre faveur. Mais avant, il convient bien d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur certaines notions importantes, comme par exemple, à quoi reconnaît-on une PME? Alors, pour parler des PME, ce qu'il faut retenir, c'est que la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes est rythmée par les activités des PME. Qu'il s'agit d'effectuer un voyage à Korogo, ce sont les PME au niveau du transport. Pour tout ce qui concerne l'import, l'export, ce sont les PME. Les cliniques privées, ce sont les PME. Les pharmacies, ce sont les PME. Les PME sont partout. Notre économie est adossée aux activités des PME. Je veux dire l'économie locale. Et nous pouvons dire également que les petites et moyennes entreprises contribuent au développement économique de la Côte d'Ivoire en ce sens que nous soutenons les ménages, nous soutenons nos familles. Et cela n'est pas négligeable. Et donc les PME sont partout. Sans les petites et moyennes entreprises, vous n'aurez pas eu d'économie locale. Et pour dire que la contribution des petites et moyennes entreprises, elle est importante, elle ne peut pas se limiter à une approche quantitative simplement, mais à une approche qualitative. La notion de PME n'est pas une notion statistique, mais c'est une notion, c'est un concept qui fait appel à la culture et qui renvoie à des activités, à des initiatives privées, et qui renvoie également à des initiatives familiales, permettent aux gens de se prendre en charge, être dans des activités qui génèrent du profit. Voilà la PME, elle est présente partout. C'est les PME qui soutiennent les ménages, c'est les PME qui soutiennent les familles. Et justement, la transition est bien trouvée. Vous venez d'ouvrir une lucarne sur la question qui allait suivre. La contribution de ces PME, comment la mesure-t-on, comment l'apprécie-t-on? Alors déjà, lorsque vous soutenez une famille, je pense qu'il faut être pratique, il faut sortir des considérations statistiques pour dire simplement que la contribution doit être mesurée par des données statistiques exclusivement, mais il faut être concret. Être concret, ça veut dire quoi? Que les PME rendent service aux populations. Quand vous avez besoin de construire votre maison, vous appelez des petites et moyennes entreprises. C'est les petites et moyennes entreprises qui construisent vos maisons.
Quand vous avez besoin de vous habiller pour un mariage, c'est les artisans, c'est les spécialistes de la mode qui vous confectionnent ces habits. Donc, je dois dire que la contribution des PME à ce niveau, elle est énorme. Elle est dans la vie des Ivoiriens, partout. Voilà. Au regard de leur contribution, sont-elles réellement valorisées? Alors, je dois dire qu'en termes de valorisation, l'État fait des efforts en ce moment pour mettre les PME au centre de beaucoup de préoccupations. Voilà. Vous savez, vous avez des décrets, vous avez des textes de loi qui essayent d'organiser l'écosystème administratif des PME. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller peut-être beaucoup plus loin pour permettre à ces PME d'éclore dans un environnement, je veux dire, dans un environnement géographique, au niveau de notre territoire. Je parlerai des zones économiques spéciales qui vont permettre aux PME d'éclore, où on va trouver des avantages en termes de fiscalité, des avantages en termes de recherche et développement, des avantages en termes d'import-export. Voilà, il faut ces zones, il faut les multiplier. Maintenant que l'État a travaillé sur le cadrage, qu'il continue de travailler sur le cadrage des décrets, des arrêtés. Vous avez aujourd'hui le fonds de garantie des PME. Justement, nous allons y venir sur l'action de l'État en faveur des PME, mais pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure concernant l'impact de ces PME. Selon les chiffres dont nous disposons, ces PME contribuent environ 20% de la richesse nationale. Selon les informations, bien sûr, dont nous disposons, en Côte d'Ivoire, plus de 80% du tissu des entreprises formellement constituées sont des PME. Comme vous le rappeliez à l'instant, dans les pays plus développés, on parle de 40%. Alors, pour beaucoup d'opérateurs économiques, ce grand écart est illustratif des nombreuses difficultés rencontrées, n'est-ce pas? Oui, mais ce que je vous dis, moi, je me méfie des chiffres. Voilà. Les chiffres ne sont pas la réalité. La réalité, c'est ce que je vous ai dépeint tout à l'heure pour vous dire que nous sommes concrets. Les chiffres ne sont pas la réalité. Les chiffres ne sont pas la réalité, je le dis, parce que la réalité, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que les PME soutiennent les ménages, c'est que les PME soutiennent les familles. Et ça, il ne faut pas le négliger. Quand vous avez besoin d'un plombier ou d'un menuisier, c'est les PME qui le font. La restauration rapide, c'est les PME qui innovent. Je voudrais dire que l'approche quantitative qui consiste à ramener tout ce que les PME font à un point est une façon de voir en économie. Mais l'économie, c'est quoi? C'est un ensemble d'activités que les gens réalisent, la distribution, la production, la commercialisation, c'est ça l'économie. Ou, si vous voulez, c'est également gérer quelque chose pour éviter des dépenses superflues. Donc nous, les PME, nous contribuons à cela. Et je veux dire que si on veut mesurer vraiment, pour parler de contribution au produit intérieur brut, ou même contribuer, entre guillemets, à la richesse, mais nous contribuons à la richesse parce qu'aucune PME en Côte d'Ivoire ne paye pas de taxes. Vous avez des taxes au niveau de la fiscalité de porte. Lorsque nous faisons venir de la marchandise, nous payons des taxes. Lorsque nous vendons au marché, les PME vendent au marché ou dans les boutiques, elles payent des taxes. Donc je ne peux pas dire que les PME ne contribuent pas. Peut-être que ce qu'il faut, c'est d'augmenter cette contribution, mais pour augmenter cette contribution, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est qu'il faut aller plus loin dans la stratégie applicable aux PME. Aller plus loin veut dire quoi? Dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à ces PME de travailler dans des zones dédiées où elles peuvent s'exprimer librement. À partir de ce moment, elles fabriquent des produits dans des zones spéciales, économiques spéciales, dans des zones franches, dans des zones, je veux dire, agricoles, qui leur permettent de se retrouver, de travailler. Et à partir de ce moment, elles peuvent capter les talents. Elles peuvent capter ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. Alors vous venez ainsi donc de toucher de façon détournée aux problèmes que vous rencontrez. Est-ce que vous pourriez justement nous situer davantage sur ces problèmes que vous connaissez au quotidien? Les problèmes des petites et moyennes entreprises, elles sont de plusieurs formes. Il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes liés même à la fiscalité, il y a des problèmes liés à la commercialisation de leurs produits, à l'import-export. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, si nous voulons que les actes que les autorités posent aient du sens pour les PME, il faut regarder, investir, il faut travailler dans l'économie de ces PME. L'économie des PME, c'est les prestations de services. Vous voyez, c'est également la fourniture des biens d'équipement, c'est l'agriculture. Alors, les préoccupations que nous avons aujourd'hui, qui peuvent avoir du sens pour les PME, c'est d'abord les problèmes de trésorerie. Les PME souffrent de problèmes de trésorerie, n'ont pas assez d'argent pour travailler.
On nous demande souvent de nous retourner vers les banques. Et les banques veulent faire des affaires, sont là pour gagner de l'argent. Nous disons simplement que nous voulons que le gouvernement, le président Ouattara, légifère sur les délais de paiement. Lorsqu'on travaille avec une PME, il ne faut pas aller au-delà de 30 jours. Voilà, délai de paiement. Et nous demandons que cela soit légiféré en Côte d'Ivoire. Ça va permettre à ces PME d'avoir de la trésorerie pour travailler et non pas attendre 70 jours, 90 jours, 120 jours pour gagner de l'argent. Autre préoccupation, c'est que les PME aujourd'hui sont fatiguées de l'harcèlement fiscal. Vous voyez, on nous demande de payer des impôts, on nous demande de faire... Alors que nous contribuons... Pour nous... Mais le gouvernement a également pris certaines dispositions pour alléger justement les mesures fiscales. Bon, je ne sais pas de quelle mesure, mais moi je voulais dire simplement qu'aujourd'hui nous demandons à l'État de supprimer l'impôt minimum forfaitaire. Ce sont vos préoccupations et nous en prenons bonne note. Alors la réalité vécue... C'est pas tout, justement. Non, nous allons poursuivre. La réalité vécue par les PME sur le terrain est celle-ci. Elles se débattent au quotidien, toutes seules, fêtières ou pas, et elles le disent haut et fort. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut évoluer seul. Oui, on assiste au niveau des États à des regroupements UEMOA, CEDEAO. Donc, ces PME qui pensent qu'elles peuvent évoluer en dehors de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, je pense qu'elles se trompent. La plateforme unique des petites et moyennes entreprises a pour vocation d'unir les PME. Nous voulons l'unité. Nous voulons que les PME se retrouvent dans un creuset afin que nous allons plus loin, que nous apportons notre contribution de façon ordonnée, de façon structurée à l'économie ivoirienne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les PME ont besoin de solidarité. Nous avons besoin de faire la promotion de nos jeunes couturiers, de faire la promotion de nos jeunes innovateurs, de faire la promotion des jeunes dames, des dames qui sont dans le maraîchage, qui sont dans le vivrier. Vous voyez, c'est tout cela qu'il faut. Mais si nous ne nous mettons pas ensemble pour travailler de façon, de façon cohérente, pour avoir des synergies, pour réduire les coûts, que voulez-vous qu'on fasse? Nous avons la ZLECAF qui se présente devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Et la question de l'unité au sein des PME, nous allons y revenir. Mais avant, suivant cet élément de notre reporter Cheikh Koné qui nous montre combien de fois les PME ont fait face à plusieurs difficultés, notamment l'impact de la Covid-19. L'importance des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. Elles sont les principaux catalyseurs de la création d'emplois et de la richesse nationale. Elles constituent à ce jour 80% du tissu des entreprises formellement constituées et leur contribution à la richesse nationale est estimée à 22%. Malgré ces divers atouts, les PME restent très exposées à la défaillance et ce, en raison de plusieurs facteurs. Difficile accès au financement, problèmes de structuration, de management et de formation pour la plupart de ces dirigeants. L'autre difficulté majeure reste la fiscalité. Vous pouvez avoir une grande entreprise et puis il y a la fonction commerciale pour prospecter, vendre, commercer et marketing. Il y a la fonction production, il y a la fonction quelquefois maintenance. Ces grandes entreprises ont les moyens de bien gérer ces fonctions. Mais quand vous prenez une petite entreprise n'est pas une grande entreprise qui est petite. Dans beaucoup de compartiments de la gestion d'une entreprise, les PME n'ont pas toutes les fonctions. Et c'est ce qui crée le gros problème en général. Que ce soit dans le management, un peu partout, pas toutes les fonctions. Et donc, il faut trouver, on sait de quoi elles souffrent, il y a des solutions, quelle est la stratégie? Et cette stratégie, conduite par l'État à travers plusieurs programmes d'aide au développement des PME, n'a pas totalement jugulé des difficultés de ces micro-entreprises lorsqu'est survint la crise sanitaire de la Covid-19 qui porte un coup de massue à cet élan. 8 PME ivoiriennes sur 10 ont ressenti les effets de la crise sur leur chiffre d'affaires. 6 d'entre elles ont fermé boutique. Une situation inédite qui impose aujourd'hui aux acteurs des PME une synergie d'action pour sortir la tête de l'eau. Condition sine qua non pour survivre ou périr. Votre réaction rapidement à cet élément, très rapidement. Je pense que ce que les collègues ont dit est totalement exact, c'est-à-dire qu'il faut une synergie d'action pour que nous puissions régler les problèmes que nous connaissons. Et ces problèmes, comme je l'ai dit, c'est l'accès au marché, c'est une fiscalité très adaptée, c'est également permettre aux PME de travailler de façon
intelligente et de travailler pour répondre aux problématiques que nos populations vivent. Donc je suis d'accord avec nos collègues pour dire que les réformes qui sont engagées au niveau du gouvernement, les appuis sont peut-être des appuis nécessaires, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut qu'elles aient du sens sur les PME. Et justement, parlant de ces appuis, nous avons le ministère de la promotion des petites et moyennes entreprises qui a procédé officiellement à l'ouverture des incubateurs dans les régions de Baquette, Boaké, de Kabadougou, au Diéné. Des années avant, il y a eu la mise sur pied du programme Phoenix, conçu pour le programme, pour le développement des PME sur la période 2015-2020. Il était doté d'un montant d'environ 95 milliards de francs CFA. À ce jour, les PME ont-elles réellement tiré profit de cette mesure? Rapidement. Je dois dire que, il y a deux volets dans votre question. La première question consiste à parler des incubateurs. C'est une excellente chose. Si on a des incubateurs, c'est une excellente chose, mais il faudrait que ces incubateurs créent du sens pour les PME, qu'elles soient efficaces, pour que les PME puissent se développer des projets. Maintenant, concernant le programme Phoenix, c'est un programme administratif. Ce programme est un cadrage, je veux dire, l'écosystème administratif. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut aller plus loin, sortir des cadrages administratifs pour aller vraiment vers l'opérationnalisation, vers la mise en œuvre de vraies stratégies pour conquérir des marchés, pour avoir des produits innovants. Et surtout, la Côte d'Ivoire a le choix. Nous avons le choix entre l'import, l'export ou l'implantation dans des pays. Et pour cela, il faut tout un accompagnement, il faut des incitations que nous attendons du gouvernement pour que nous puissions montrer notre savoir-faire un peu partout. Et on a bien compris vos préoccupations, mais juste avant de finir, est-ce que l'unité au sein des fêtières ne devrait pas se consolider parce qu'il y a, permettez-moi l'expression, une petite guéguerre qui existe entre les fêtières? Est-ce que cela ne met pas à mal cette vision-là que vous avez de permettre à ces PME d'émerger rapidement? Juste avant de conclure. Non, à mon avis, il n'y a pas de problème. C'est des problèmes que nous sommes en train de régler. Le ministre des PME fait tout pour que les PME se retrouvent ensemble, pour travailler, pour pouvoir tirer parti de toutes les réformes qui sont mises à notre disposition. Donc, à mon avis, il faut que tout le monde se retrouve au sein de la plateforme pour que nous puissions continuer le travail qui nous revient. Merci à vous, Monsieur Diomandé Moussa. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que dans le cadre du Dimanche Magazine, avec notre invité, Monsieur Moussa Diomandé, président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, nous avons parlé de la contribution des petites et moyennes entreprises dans l'économie ivoirienne. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.